La première fois que j'ai découvert l'existence de Grégory, alias Nakan, c'était lorsque je cherchais une montre de sport parce que je débutais la course à pied. Comme certaines et certains d'entre vous, j'imagine, à mes débuts, le plus important avant de courir, c'était d'avoir la bonne montre, la bonne paire de chaussures ou encore les bons vêtements. À l'origine, une des raisons derrière la création de son blog, c'est parce qu'il ne trouvait pas les informations dont il avait besoin sur Internet, ni dans les modes d'emploi des fabricants. Lancé en 2011, le petit blog nakan.ch a bien grandi et propose aujourd'hui des articles extrêmement fouillés pour nous aider à sélectionner le meilleur compagnon de sport. Aujourd'hui, je vous emmène dans la jungle des appareils connectés où les marques se mènent une guerre sans merci à coup d'innovations plus ou moins utiles dans le but de prendre le contrôle de nos poignets. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher invité, bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Mais merci. Fantastique, je te remercie. Bienvenue à Givisiez. T'as traversé tout le canton de Vaud et tout le canton de Fribourg. C'est la première fois que tu viens par là? Non. J'ai l'habitude de sillonner les routes de Suisse romande, quelles qu'elles soient, et donc du coup, c'est pas la première fois. Alors, Givisiez dans ton quartier, oui. Région de Fribourg, non. Ok, d'accord. T'as des attaches, des amis J'ai participé à Mora Fribourg. J'ai été suivre les matchs du LHC en terre fribourgeoise. Voilà, il y a plusieurs raisons qui m'ont fait venir à Fribourg plusieurs fois par le passé. Un fan de hockey, donc tu as assisté aux playoffs et puis du coup j'imagine que tu es hyper fier de ton équipe cette année. Ouais, on peut dire que c'était une belle saison. Je sais pas si ça s'est bien fini, mais est-ce que c'était possible de faire mieux, j'en doute. C'était quand même une saison historique pour le club de Lausanne. Ouais, alors on s'attendait à ce que ce soit un sec et sonnant 4-0 et puis ça n'a pas été le cas, donc je dirais ne serait-ce que ça, finalement ça reste quand même un bel exploit, je sais pas, mais ça reste quand même quelque chose effectivement dont il faut se rappeler. Exact, vu que l'histoire du club est pas très riche en finale de play-off de Ligue nationale, on va prendre comme c'est venu. Je vous souhaite de faire au moins autant de finales que Fribourg, mais au moins d'essayer d'en gagner une, quoi. Voilà. Et voilà, mes excuses pour l'élimination de Fribourg dans le tour précédent, c'était... Il faut surtout pas. Passage obligé. C'est le meilleur qui gagne. Et puis voilà, c'est la vie. Exact. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire un CV? Ça dépend lequel tu veux. Je pense que celui qui t'intéresse le plus, c'est Greg, qui écrit des bêtises sur le sport sur un site qui s'appelle nakan.ch, qui teste des montres, qui teste des gadgets, qui écrit des longs articles avec plein de photos de montres et de gadgets pour les illustrer, et puis qui aide à choisir dans cette jungle de dispositifs électroniques qu'on peut utiliser pour le sport. Et donc voilà, ça occupe déjà une grande partie de mon temps libre. Et comment est-ce que t'es venu l'idée, ou alors comment est-ce que t'es tombé justement dans ce pas dans ce segment-là, mais comment est-ce que t'en es venu à commencer à tester du matériel et puis à dispenser les conseils sur le paramétrage, etc. Je me souviens que j'avais cherché une montre GPS pour m'entraîner en course à pied. À l'époque, c'était, je pense, 2011-2012. C'était un peu l'arrivée des montres GPS grand public avec quelques fonctions pour les sportifs. Et en fait, c'est la frustration de voir qu'il n'y avait aucun article de fond sur ces gadgets. On trouvait le mode d'emploi des fabricants qui était austère, sommaire et inutile. On trouvait des tests de blogueurs anglophones, mais on trouvait rien en français là-dessus. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. J'avais déjà un blog dans lequel je parlais de mes sorties à vélo et puis de 2-3 trucs que je faisais dans le sport. J'ai testé la montre que je m'étais achetée. Du coup, j'en avais choisi une et je l'avais testée. J'avais publié le test, c'était l'article qui avait le mieux marché sur le site web et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à
tester beaucoup plus de montres que celles que j'achète pour moi. Je te rassure, les modes d'emploi des fabricants de montres sont toujours autant austères et inutiles. Ça, je le déplore quand même, effectivement. Je peux confirmer. À croire qu'en fait, ils s'en fichent, ils veulent juste positionner la montre sur ton poignet, et puis voilà, à la fin, ils maîtrisent ce que ça mesure, finalement, c'est pas si important que ça. Voilà. Bon, après, est-ce qu'ils vont fournir un effort conséquent pour écrire un mode d'emploi super cool, sachant que de toute façon, personne va le lire? Parce que je pense qu'on va y venir dans la suite de cet épisode, mais il y a 2-3 trucs qu'il vaudrait mieux savoir sur sa montre avant de l'utiliser et que, en fait, les gens passent ces étapes-là et c'est dommage. Ouais, c'est vrai que j'en fais aussi un petit peu partie. Et ton historique sportif, donc tu as fait l'acquisition d'une de ces montres justement dans les années 2010. Tu fais quoi comme sport à la base? À la base, je mangeais des paquets de chips sur mon canapé, je fumais un paquet de clopes par jour, et puis je me suis dit que c'était pas tellement une bonne idée pour la suite de ma vie. Et donc, j'ai commencé à arrêter de fumer en même temps que je faisais un petit peu de vélo. Ça m'a un petit peu désespéré chaque printemps de devoir recommencer à zéro parce que j'avais perdu ma condition pendant l'hiver. Donc pendant l'hiver, après quelques saisons de vélo vraiment amateur, je me suis mis à courir un peu pour maintenir ma forme. Et comme je faisais déjà de la course à pied et du vélo, mais vraiment à un niveau base, hein, je me suis dit, bon, pourquoi pas ajouter le 3e sport quand j'ai découvert le triathlon de Lausanne. Et je me suis mis à nager au printemps. J'ai fait en été mon premier triathlon. C'était en 2009. Donc c'était avant l'achat de la montre GPS pour la course à pied. Et donc du coup, premier mini-tri en 2009. Et puis depuis, je fais du triathlon. J'en ai fait au moins un chaque année, sauf pendant la période Covid. Et voilà, 5 Ironman, une quinzaine de demi-Ironman et puis quelques marathons au passage. Joli palmarès. Merci. Et l'occasion de tester les équipements pendant les courses ou pas forcément? Toujours l'esprit de curiosité, toujours un nouveau truc à tester pendant une course. Alors bien évidemment que c'est pas pendant la compète qu'on va avoir les yeux rivés sur 3 montres en même temps. Mais par contre, toujours tester des trucs qui me donnent des données post-course ou des petits trucs pendant la course pour m'aider un peu. Et voilà. Mais bon, toujours en respectant un peu le principe de jamais tester un truc complètement nouveau en course. Donc voilà, mais toujours un peu de curiosité quand même. Alors ça marche aussi bien pour les montres que pour les chaussures de course à pied, le principe de pas tester quelque chose de nouveau le jour d'une course. Ça marche toujours pour tout, c'est vraiment les règles de base. Si 3 jours avant le marathon, on s'est entraîné avec sa montre, 3 jours avant le marathon, elle nous dit mise à jour disponible, voulez-vous l'installer? On dit non, on attend le lendemain de sa course pour le faire. On va pas se mettre à changer ses écrans de données 2 jours avant, ses zones, etc. On va rien toucher. Pour que la montre nous donne les mêmes infos qu'à l'entraînement, qu'on ne soit pas perdu au corps à ce niveau-là, et puis bien évidemment tout le matériel, l'alimentation, la tenue, enfin bref, on change rien dans la semaine ou les 2 semaines qui précèdent une course, quoi. Si on en vient sur la partie donc Nakan, c'est un nom quand même assez curieux. J'ai tapé sur Google, alors j'ai un peu de peine, enfin j'ai eu énormément de peine à trouver une signification. Du coup, je vais venir directement à la source. Pourquoi Nakan? Alors, t'es pas le premier à me poser la question. Et j'ai mis une explication sur mon site, mais je sais pas si on la retrouve facilement parce qu'elle doit être cachée dans des liens, dans des vieux trucs. Au moment où j'ai commencé à jouer en ligne, je faisais un petit peu de jeu en ligne, je lisais le roman Les Fourmis de Bernard Werber, et quand j'ai dû me choisir un pseudo pour participer à une communauté en ligne, j'étais juste à une page où il y a une fourmilière qui s'appelle genre Belle O Nakan, et j'ai pris ça, j'ai créé mon pseudo de gaming en ligne avec ça. Ensuite, j'ai enregistré le domaine nakan.ch pour un site complètement différent que ce qui était prévu à la base. Le projet a été abandonné, je l'ai repris pour mon blog, il est resté, et voilà. Et cette idée de blog dont tu parlais auparavant, tu disais que tu as commencé un blog pour partager un peu tes récits d'entraînement. Tu parlais de quoi au début dessus? De tout et de rien. En fait, le premier blog que j'ai lancé, c'était vraiment un espèce de démonstrateur d'un engin technique, d'un moteur technique pour faire fonctionner un blog. Je l'avais écrit moi-même et c'était juste pour montrer que ça marche. Et donc, du coup, j'écrivais des articles qui n'avaient pas forcément d'intérêt ou de lien les uns avec les autres.
C'est juste pour, voilà, pour démontrer que le moteur de blog fonctionnait. Et tout à coup, j'ai mis 1 ou 2 articles en ligne sur le sport. Ça a commencé à devenir plus centré sportif. Et puis, au moment où j'ai vraiment lancé le site web en tant que tel et que je me suis dit, tiens, je vais vraiment bloguer là-dessus, j'ai abandonné mon moteur de blog. J'en ai pris un du marché qui marche très bien, où on peut mettre plein de plugins. J'ai écrit mes propres plugins dedans, mais comme ça, c'est plus facile à maintenir quand même pour moi. Voilà un peu la petite histoire. Et là, tu complètes une ligne supplémentaire à ton CV qu'on n'avait pas forcément, c'est que tu travailles dans l'informatique. Ouais, voilà. Je travaille dans la technique, donc j'ai un job à 100% à côté du site. On me le demande souvent. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est ton activité principale? Pas du tout. Mais le métier technique, informatique me permet vraiment d'avoir une approche très pragmatique de l'algorithmique qui compose ces gadgets et ces montres, ce qui permet de bien comprendre comment ça marche. Donc, on va y venir justement à tes débuts, à ces articles de blog qui ont bien fonctionné. Comment est-ce que c'est parti? Donc, tu as publié ton premier article de blog sur la montre. C'était quoi? C'était un paramétrage de montre, sur le conseil comment la paramétrer? Au début, je crois que les premiers articles que j'avais écrits, c'était des articles sur des montres à peu près de sport. C'était les anciennes Timex qui faisaient chronomètre et fréquence cardiaque. Je crois c'était les 2 seules fonctions du truc. Et puis là, j'expliquais un petit peu comment je l'utilisais pour gérer mes entraînements, mais c'était assez basique. Le premier test vraiment complet que j'ai fait, c'était sur la Forerunner 610 de Garmin. Et là, c'était vraiment un test qui commençait à devenir complet, c'est-à-dire comment prendre en main la montre, comment l'utiliser, quel bouton sert à quoi, comment accéder à telle fonction, comment l'utiliser en course à pied sur le vélo. Et puis voilà, c'était vraiment le premier article très technique sur une montre qui passait en revue l'intégralité de ses fonctionnalités. Et si on revient au niveau acquisition de montres, donc j'imagine que depuis 2012, tu dois avoir une jolie collection quand même dans ton tiroir. Comment ça se passe pour l'acquisition des montres? Tu les achètes, tu les payes de ta poche, t'as braqué une banque? Comment tu fais? Alors non, je n'achète pas toutes les montres que je teste, sinon effectivement il faudrait que je braque des banques. Je suis contre le braquage de banques, donc j'évite. La plupart des montres que je teste, les marques me les mettent à disposition pour un certain temps. Je les teste et je les renvoie aux marques. Il y a certains modèles que je garde plus longtemps parce que je fais des tests plus long terme où les marques me les laissent parce qu'ils savent qu'ils vont publier des mises à jour sur ces montres et donc du coup qu'il y aura du contenu intéressant à produire avec les mises à jour qui vont être proposées dessus. Et quelques exemplaires de montres, je les achète pour les tester et donc du coup c'est le cas, par exemple, prenons le cas de l'Apple Watch. Je suis pas intéressant pour Apple au niveau de leur part de marché de vente, ça va pas leur apporter grand chose. Qu'il y ait un test de l'Apple Watch sur mon site. Moi, je pense que ça a quand même un intérêt de tester ces montres dans le cadre sportif. Donc, du coup, quand la nouvelle montre d'Apple va sortir au mois de septembre, je vais l'acheter principalement avec l'argent qui va revenir de la revente du modèle de l'année passée. Donc, je fais tourner mon modèle d'année en année. Et puis, une partie, ça vient de ma poche ou des revenus générés par l'affiliation sur le site web. Et au niveau donc tu parlais des retours Apple, alors effectivement j'imagine bien qu'ils ont l'impression, enfin ils ont suffisamment de données chez eux pour anticiper un certain nombre de choses, mais est-ce qu'il y a des marques justement qui sont friandes des retours que tu leur donnes sur les montres? Alors bien sûr il n'y en a aucune qui va te dire oui tu nous as permis d'identifier une faille majeure, mais est-ce que il y en a qui t'en mettent à disposition en primeur, ou en tout cas parmi les premières personnes comme bêta-testeur? Ça arrive quand même assez rarement qu'on me les mette à disposition très tôt dans le processus de développement. Ils ont des équipes en interne qui s'occupent la plupart du temps de ça. Maintenant, moi, quand j'ai une montre, je fais un retour au fabricant, à la marque, pour dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des montres de pré-série, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le modèle qui va être vendu, mais c'est la fin des prototypes, c'est vraiment les étapes les dernières validations avant de lancer la production massive des modèles grand public. Et puis là, je fais des retours, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes d'étanchéité sur des montres, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes de batterie, ça m'est arrivé d'avoir des écrans qui se décollent, enfin voilà, des processus
de fabrication à la chaîne qui sont pas encore tout à fait bien calibrés. Et je pense que ça aide les marques à calibrer tout ça. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des fois des trucs logiciels que je découvre parce que tout le monde n'utilise pas tous les logiciels dans tous les cas de figure. Et ça m'est arrivé avec X ou Y capteurs d'avoir des effets un petit peu indésirables avec le logiciel de certaines montres. Ça aussi, je le remonte. J'ai eu l'occasion, j'étais en vacances en Finlande entre Noël et Nouvel An cet hiver. Et donc du coup, avec les contacts que j'ai chez Suunto, j'échange sur un sujet complètement autre. Puis je dis tiens, je suis en Finlande. Et mon contact chez Suunto me dit mais attends, tu passes par Helsinki, il faut absolument que je t'organise une visite de notre HQ à Helsinki. Et puis là, j'ai pu échanger avec un des product managers de Suunto. Il était très très friand des retours que j'ai pu lui faire sur certains points. Parce que en Suisse, on n'utilise pas forcément les mêmes fonctionnalités qu'en Finlande. On fait moins de ski de fond pour aller au boulot, mais peut-être plus de vélo en pleine chaleur. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui changent et ils sont toujours assez à l'écoute de retours. Surtout des marques qui restent pour moi à une échelle humaine. C'est Suunto, Polar est à une échelle humaine, mais ils écoutent pas tellement les retours qu'on leur fait. Et Coros, par exemple. Garmin est devenu beaucoup trop grand pour écouter des retours que je leur ferais. Ça passe chez Garmin Suisse, ça remonte éventuellement chez Garmin Europe, mais c'est rare. Je crois que j'ai 2 trucs que j'ai réussi à passer à Garmin de toute ma période de blogueur depuis 2010, donc mettons en 14 ans. C'est l'authentification forte sur leur portail de Garmin Connect. Et puis, c'est un petit détail dans les profils sportifs des compteurs cyclistes. Mais voilà, c'est vraiment pas grand-chose comme retour. Au niveau des protocoles, alors je sais pas si le terme est juste parce que t'es un IT guy, donc j'imagine bien que t'as tes termes à toi. Mais l'avantage que t'as justement en venant de l'informatique, c'est que t'as peut-être un séquençage au niveau de tes tests, de ta manière de tester les montres qui est logique. Mais comment est-ce que tu t'y prends pour sélectionner les features que tu vas tester dans les montres que tu achètes ou que tu as en test? Alors, c'est principalement basé sur le feeling de ce qui va intéresser les gens qui vont lire l'article. Maintenant, j'ai quand même une certaine expérience des lecteurs et des questions qui vont venir sur certaines fonctionnalités et certaines caractéristiques clés d'une montre. Et je me pose aussi la question à moi-même, si je m'intéresse à cette montre et que je veux l'acheter, qu'est-ce qui m'intéresse en premier? Et du coup, je priorise un petit peu ces choses-là. Il y a aussi des centres d'intérêt personnels que je vais creuser tout simplement parce que moi, ça m'intéresse, même si je sais que ça intéressera personne d'autre. Et voilà, après, je construis un test là-dessus. Bien sûr que chaque modèle qui arrive, il y a des trucs de base que je teste systématiquement. La précision de la trace GPS, GNSS, la mesure de la fréquence cardiaque au poignet, parce que c'est des trucs de base et puis on est obligé de les faire, l'altimètre et ce genre de choses. Après, des fonctionnalités un petit peu uniques à certains modèles, je vais m'y intéresser parce que ça va aussi intéresser probablement la plupart des gens qui vont lire le test. Tu parlais de triathlon, donc ça veut dire que a priori tu vas tester au minimum 3 sports sur chacune des montres, donc la course à pied, enfin dans l'ordre, allez. Donc ça veut dire que tu vas tester a priori la natation, le vélo et la course à pied. Mais est-ce qu'il y a d'autres sports que tu testes aussi? Alors en fonction de la saison et puis de l'opportunité, je vais faire du stand-up paddle, donc des sports un peu plus aquatiques. Ou de la rame ou voilà ce genre de choses. En hiver, c'est plus du ski de fond ou du ski alpin. Ça dépend aussi des pratiques que je vais faire au moment où je vais tester la montre, à l'endroit où je vais me trouver. Si je suis dans les Alpes ou en montagne, ce sera différent d'une période où je suis en vacances au bord de la mer. Enfin voilà, l'opportunité vient du moment présent et puis de ce qui se présente. Et donc sur les 14 ans, je dirais, du blog, c'est quoi, justement, maintenant que tu connais ton persona, donc le public cible, des gens qui lisent ton blog, les gens, ils veulent quoi, finalement, quand ils achètent une montre de sport? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Je pense qu'ils recherchent une montre qui laisse transparaître leur identité sportive. Donc, porter une montre aujourd'hui, c'est aussi bien un outil qu'on va utiliser pour le sport qu'un message qu'on va envoyer à l'extérieur.
de qui on est en tant que sportif. Et puis, d'autre part, ils vont chercher un outil qui va les rendre meilleurs. Et ça peut être pour le meilleur comme ça peut être pour le pire. Et je pense que là-dessus, il y a des choses que je répète depuis 14 ans sur le site. Il y a des choses que les gens continuent à ignorer, volontairement ou pas, et du coup à utiliser mal leur montre comme outil d'entraînement de base. Donc, je pense que ce qui intéresse les gens vraiment, c'est d'augmenter la performance et d'avoir une quantité d'indicateurs sous les yeux pour retranscrire leur état de forme, leur niveau de performance. Et je pense que un petit peu comme les gens maintenant avec les réseaux sociaux, quand on regarde le nombre de likes ou le nombre d'abonnés qu'on a sur Instagram, on cherche désespérément à avoir un indicateur qui monte sur sa montre. Et je pense que voilà, c'est ça qu'ils cherchent. Alors c'est totalement vrai. Le terme, enfin la partie pour le meilleur et pour le pire, je pense qu'on aura l'occasion effectivement d'y revenir dans le cadre de l'autre épisode qui sera exclusivement dédié à la partie technique et programmation des montres. Mais depuis que tu as débuté les tests, alors tu parlais des timekeepers où justement tu avais uniquement la fréquence cardiaque. Maintenant, il y a 1 milliard de capteurs, y compris bientôt, je pense, un capteur qui va te dire à quelle vitesse tu mâches les aliments. Mais tout ça, pourquoi et puis pour quelle précision et à quelle fin? Alors ça, c'est l'excellente question. Alors une des fins, malheureusement, c'est une fin exclusivement marketing. C'est-à-dire qu'il y a certaines pratiques aujourd'hui marketing dans le monde des montres, principalement chez les marques américaines, qui consistent à dire on est les seuls ou on est les premiers à vous proposer telle fonctionnalité. Et à te balancer des données plein la figure, mais sans les contextualiser et sans les lier à un intérêt particulier pour ton entraînement sportif. Je prends par exemple une des grandes innovations d'après Garmin sur leur montre de course à pied avec depuis l'arrivée de la Forerunner 620, ça date maintenant, c'est les métriques avancées de course à pied. La montre associée à une ceinture, et maintenant les derniers modèles c'est la montre toute seule, va te fournir des indications de temps de contact au sol, d'équilibre de temps de contact au sol, d'oscillation verticale pour te dire la manière dont tu cours. Ces données, elles sont fournies brutes de fonderie sur l'écran de la montre pendant que tu cours et brutes de fonderie dans Garmin Connect une fois que tu as terminé ta course à pied. Maintenant, Hugo, je te dis, ton temps de contact au sol, il est de 82 millisecondes. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ça me fait une belle jambe. Mais je serais tenté de te dire que j'ai regardé cette matrix-là et puis j'ai vu que la jambe droite, le temps de contact, il est de, je crois, 0,4 ou 4 millisecondes plus long à droite qu'à gauche. Donc après, qu'est-ce que j'en fais de ça? Effectivement, pas grand-chose. Et si je te dis maintenant, ton temps de contact au sol, il est de 82 millisecondes, il est dans la zone jaune. Donc tu as rouge, orange, jaune et vert. Sans contextualisation, alors après si tu es fan de tout ce qui est code couleur, tu te dis que finalement tu n'es pas dans la bonne zone, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses justement pour te retrouver dans la zone verte. Il faut que tu accélères la cadence, du coup tu diminues le temps de contact au sol ou que tu passes davantage de temps au sol. Donc c'est vrai que balancer ça comme ça la question c'est, tu vois, la première chose que tu as dit, qu'est-ce que je dois faire pour passer dans la zone verte? La première question que tu vas te poser, c'est est-ce que je dois passer dans la zone verte? Qu'est-ce qui me dit que Eliud Kipchoge, ou le futur vainqueur du marathon olympique de Paris, il n'aura pas aussi un indicateur qui sera dans le jaune, si on lui met le capteur? Quelle est la précision de cette mesure? Quels sont les critères qui ont été pris pour catégoriser les catégories verte, jaune, orange ou rouge? Il y a aucune information scientifique qui est fournie par Garmin sur ces métriques-là. Et donc, du coup, on te balance à la figure que tu es dans la zone jaune, avec une donnée brute, mais on ne te donne pas de cheminement pour t'améliorer ou pour te dire qu'est-ce que ça veut dire. Et forcément, balancer des données comme ça, c'est un indicateur parmi peut-être 60 qu'on va te donner pendant de la course à pied. Il faut vraiment se focaliser sur la question à quoi ça me sert et comment est-ce que je l'utilise. Et pour moi, il y a très peu de données qui sont contextualisables en l'état. C'est la fréquence cardiaque, c'est l'allure, c'est éventuellement la cadence. Et avec ça, déjà, on arrive à couvrir une grande partie de son champ d'entraînement et de ses possibilités de progression avec sa montre.
Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que la montre dont j'aurais besoin, en fait, c'est la montre premier prix que tu trouves dans le commerce. Pas forcément. Parce que la montre premier prix que tu vas trouver dans le commerce, tu pourrais vouloir te dire, je vais utiliser cette montre sur le vélo, et sur mon vélo, j'utilise un capteur de puissance, et la montre premier prix, elle va pas le supporter. Et pourtant, les watts, c'est vraiment un outil qui est très intéressant pour un cycliste. Donc, il faut bien établir les besoins. Si tu as besoin de cartographie parce qu'en rando, tu en as besoin et que ça t'est utile, tu vas pas non plus l'avoir dans la montre premier prix. Enfin, voilà, il y a toujours une étude qu'il faut faire avant de choisir ta montre. Mais la plupart des fonctionnalités qui sont mises en avant par le marketing, elles sont pas forcément utiles. Puis ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que Garmin est arrivé à une saturation du marché de la montre de sport. C'est-à-dire que Garmin, parmi les sportifs, a très peu de nouveaux clients à aller chercher. Le marché de la montre de sport, il est quasiment saturé. Les sportifs, ils ont tous une montre ou presque. Donc Garmin cherche de nouveaux clients ailleurs que dans le monde du sport. Et les prochaines versions de montres Garmin vont probablement arriver avec des fonctionnalités qui vont être mises en avant, qui seront pas pour les sportifs, ou en tout cas pas premièrement pour les sportifs. Ce sera des fonctionnalités de santé pour aller marcher sur les plates-bandes d'Apple. Apple fait exactement l'inverse, va chercher les sportifs avec des fonctionnalités plus avancées pour le sport. Et on va retrouver, on a déjà par exemple sur certains modèles un capteur de CG, on va avoir un capteur de tension artérielle qui va arriver un jour, il y a des développements qui sont faits là-dessus, etc. Et donc du coup, l'axe de communication marketing va peut-être un petit peu changer au niveau de la communication de Garmin ces prochaines années. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils nous ont balancé énormément de fonctionnalités liées au sport. Si je prends une montre Garmin puis que je regarde aujourd'hui le nombre de widgets qui me disent quel est mon état de performance, quel est mon état de préparation et puis quelle est ma récupération dont j'ai besoin, je peux déjà passer 10 minutes sur ma montre rien qu'à étudier ça, quoi. Et à mon avis, ça va trop loin. Ouais. D'ailleurs, ça me fait sourire la partie que tu disais au niveau de performance actuelle, c'est une feature qu'il y a sur Garmin, pas j'ai une Garmin, c'est à chaque fois que tu as un entraînement, au bout de 6 minutes, 6 à 7 minutes, la montre, elle va biper puis elle va t'indiquer les conditions de performance de ton entraînement. Ouais. Et ça, c'est le truc le plus flingable, enfin le plus détestable qui soit, parce que un jour où tu crois que tu vas cartonner à ton entraînement, tu te sens bien, tu regardes ta montre après 3 minutes, ça va te dire -3 passable, ou même médiocre. Donc en gros, ça veut dire que tu te sens bien, mais ta montre, elle a un impact quand même psychologique qui est extrêmement fort, parce que tu vas lire sur ton poignet, ouais, ce que tu es en train de faire, c'est médiocre. Donc franchement, c'est pas hyper encourageant, et ce que tu me dis là, ça va pas forcément dans le bon sens, parce qu'on est en train de partir dans la course à l'armement, aller chercher à attirer des personnes qui n'ont pas forcément un immense lien au niveau de la course à pied. Et puis avant, tu parlais justement des marques Polar, etc., mais tu as aussi parlé de Coros. Coros, c'est un peu un nouvel entrant là-dedans. Ouais, alors c'est une marque qui est assez récente, mais bon, en même temps, moi je l'ai connu en 2018, Coros. Il se lançait sur le marché de la montre de sport. Avant, il faisait des casques connectés pour les cyclistes. Et 2018, donc ça veut dire que ça fait maintenant 6 ans qu'ils sont sur le marché. Ils ont beaucoup rattrapé leur retard qu'ils avaient au début sur les autres marques. Ils ont développé très vite, ils ont des armées de développeurs en Chine et maintenant ils sont vraiment quasiment au même niveau que les 3 autres marques leaders dans la montre de sport. C'est Polar, Suunto et Garmin. Coros, c'est vraiment le 4e larron de cette équipe qui sont vraiment dédiés au bracelet des sportifs et effectivement ils ont rattrapé leur retard en beaucoup moins d'années que Polar qui est là depuis les débuts. C'est eux qui ont inventé le cardio-fréquence-mètre portatif qu'on peut emmener à l'extérieur d'un labo sportif. Et Suunto qui a d'abord inventé les boussoles et puis les équipements de plongée, puis qui est venu à la montre GPS, mais aussi dès le début de l'avènement du GPS grand public. Et une marque comme Coros, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau ? Elle apporte une vision peut-être un petit peu différente de la montre de sport, une utilisation simplifiée de l'interface de sa montre de sport et de son application d'entraînement. Bien évidemment que en tant que marque qui est basée aux États-Unis, elle a ses arrière-gardes en Chine où le matériel et le logiciel est développé, mais vraiment ses équipes marketing et ses équipes de vente sont principalement aux États-Unis. Bon, ils se vendent beaucoup de Coros en Chine aussi, mais l'idée c'est de proposer quelque chose de différent de Garmin. Et donc du coup, voilà, ça explique un petit peu pourquoi c'est
C'est plus simple, plus accessible. Tout le logiciel est développé depuis moins longtemps, donc il y a moins de dettes techniques sur le développement du logiciel. Coros, c'est les montres qui ont l'autonomie la plus extravagante de tout le marché. Donc si on fait de l'ultra trail puis qu'on veut recharger sa montre le moins souvent possible, on va forcément considérer une montre Coros dans son choix. Et moi je trouve qu'ils ont une offre qui est vraiment valable aujourd'hui. Ça tient vraiment la route. Au niveau on a cru comprendre, j'ai cru comprendre que ta relation, si on peut utiliser le terme, avec les marques, elle est pas facile avec toutes. Je dirais, c'est lesquelles qui, d'après toi, paraissent, alors pas les plus bienveillantes, mais les plus orientées utilisation sportive, sans justement aller dans le côté trop gadget par rapport aux autres. Ils ont tous leurs particularités, hein. Garmin, à la base, je pense que c'était quand même la vision de proposer un outil complet pour les sportifs. Une Garmin, ça reste un outil extraordinaire pour un sportif si on l'utilise correctement. C'est exactement comme un ordinateur ou un smartphone. On peut passer des heures dessus à lire et écouter des bêtises. On peut aussi l'utiliser comme un outil extraordinaire. Une montre, c'est pareil, et la montre Garmin est la plus complète. C'est la seule qui propose de la musique embarquée, synchronisée avec son Spotify, etc., du paiement sans contact, de la cartographie topo de bonne qualité, avec vraiment de la navigation directement sur la montre, avec une compatibilité avec des accessoires complètement folles. Et donc du coup, ça reste une excellente montre. C'est la seule qui propose des petits add-ons logiciels sur un espèce d'App Store à côté. Suunto a un truc à peu près équivalent, mais tout le monde ne peut pas développer sur les montres Suunto. Et puis après, chacun a son domaine de prédilection et puis un petit peu sa segmentation ultra précise de sportifs qui vont viser. Polar a des algorithmes qui sont scientifiquement très très robustes. La plupart des tests ou des algorithmes qu'on trouve dans les montres Polar sont vraiment validés scientifiquement. Je pense que c'est eux qui font le boulot le plus sérieux dans le labo avant de mettre à dispo des fonctionnalités. Suunto, c'est vraiment la montre qui est prévue pour l'outdoor, peut-être même juste avant le sport, même si maintenant ils ont aussi comblé un bon retard là-dedans. Et puis Coros, on en a déjà parlé, c'est vraiment l'autonomie et puis la simplicité d'utilisation. Ils commencent à étoffer aussi d'un certain nombre de fonctionnalités leur montre. Au détriment certainement de l'autonomie, forcément. Alors oui, évidemment, plus on propose de fonctionnalités, plus ça mesure de trucs, plus ça utilise la batterie. Avec les quatre grandes marques, t'as commencé à esquisser déjà une partie de l'avenir justement des montres où les marques vont davantage aller vers la santé comme Apple. Comment est-ce que tu vois justement ce marché-là évoluer dans les 10 prochaines années? Est-ce que ça va vraiment être une course pour gagner l'intégralité des poignets des gens, justement au détriment, on va diluer finalement la partie extrêmement technique, et puis après quoi? On va vendre des assurances maladie? Alors ça va être un effet collatéral qui existe déjà. En Suisse, ça existe déjà. Il y a des assurances maladie qui s'intéressent aux données de ton bracelet connecté ou de ta montre. Ça va pas venir directement des marques, mais c'est des domaines qui vont s'intéresser à ces outils. En général, pour la santé, je pense que c'est pas forcément mauvais que ces marques elles aillent dans le domaine de la santé. Apple en fait des grands slogans marketing et des fois c'est un peu pompeux. Je pense que les Apple Watch ont vraiment sauvé des vies, que ce soit parce que ça détecte une potentielle pathologie cardiaque lors d'une mesure ECG, parce que ça détecte une fréquence cardiaque anormalement haute pendant un certain nombre de temps, pendant une nuit. Ça donne des messages d'avertissement. Ça va pas directement sauver la personne, ça va lui dire allez chez le médecin, il y a peut-être un truc qui se passe pas très bien. Et puis le médecin découvre quelque chose qui est à un stade assez précoce et donc du coup plus facilement pris en charge que si vraiment on attend le jour de la crise cardiaque ou autre. Et c'est pas forcément mauvais que ça s'intéresse à la santé. Il y a deux challenges à mon avis qui vont arriver pour les marques dans les prochaines années. Le premier, c'est la santé, donc apporter ces fonctionnalités. Je lisais le rapport de Mark Grumman, je sais pas si ça te parle, c'est une personne très informée sur ce qui se passe chez Apple et qui donne les prédictions de la sortie de la prochaine Apple Watch. Toutes les marques ont énormément de mal, y compris Apple, à faire de la lecture correcte de tension artérielle sur la montre, mais c'est vraiment le gros
trend, c'est d'aller là-dedans. La première marque, il y aura un truc fiable qui va sortir, va vraiment marquer un grand coup sur le marché. Donc la santé, c'est toujours prioritaire. La deuxième chose, c'est l'intelligence artificielle. Et ça arrive en force dans les montres. Il y a de plus en plus d'algorithmes qui se basent dessus, soit sur les plateformes, soit directement dans la montre. Hein. Dans l'Apple Watch, chaque année, on a des chips qui sont optimisés pour le traitement en IA directement dans la montre. Et ça va se développer à l'avenir. Et pour ça, il faut avoir une masse de données à processer pour alimenter cette IA. Et je pense que là, les marques, leur intérêt, c'est d'accumuler des données des gens pour pouvoir entraîner leur modèle d'intelligence artificielle sur les années futures. C'est pour ça que ça va devenir de plus en plus difficile pour une marque qui arriverait maintenant sur ce marché-là de percer, parce qu'il y a tout l'historique derrière qui va aider les marques existantes à proposer des trucs plus complets et plus fiables. Donc, avantage finalement Apple. Apple, Garmin a une masse de données complètement dingue aussi sous gestion. Garmin n'a jamais donné le nombre actif d'appareils qui se connectent à Garmin Connect au moins une fois par mois et qui envoient des données au moins une fois par mois dedans. Ça doit être absolument gigantesque. Donc oui, Apple, Garmin, ils ont des données qui sont largement plus étoffées que les autres. Ça veut pas dire que les autres sont mauvais. Je pense que Suunto et Polar ont tout à fait de quoi régater à ce niveau-là. Et Coros, pareil. Donc c'est pas perdu pour ces marques qui existent déjà. Ça va être beaucoup plus compliqué pour des marques qui arriveraient maintenant, parce que partir de zéro, ça va devenir de plus en plus compliqué. Dans ta carrière justement de testeur de matériel, est-ce qu'il y a justement des expériences extraordinaires que tu as pu vivre? Alors tu as parlé à demi-mot justement de cette expérience que tu as pu vivre chez Suunto à Helsinki. Est-ce qu'il y a des grosses collaborations ou des collaborations que tu as pu avoir ou peut-être qui viendront, qui sont prévues à l'avenir avec des marques? Alors des collaborations directes avec les marques, c'est toujours problématique. Moi je me souviens, j'avais été invité par Polar pour tester un de leurs compteurs cyclistes, c'était le M450, ça devait être en 2015. Et ils avaient fait 2 jours de présentation produit et puis de sortie à vélo dans la région de l'Alpe d'Huez. Et puis j'étais arrivé là-bas, moi j'avais fait un camp de cycliste dans une vallée des Alpes juste avant, avec quelques amis, et puis j'avais rejoint l'équipe de Polar le premier jour de leur event. Et ce jour-là, il faisait pas très très beau, et puis Polar, il m'avait passé un coupe-vent genre mini veste pluie pour le vélo avec leur logo dessus. Et puis quand il a commencé à faire ces toutes petites pluies fines, j'avais passé ce truc-là, et là il y avait eu des photos. Et il y avait des lecteurs qui m'avaient dit j'ai vu, t'as un survêt marqué Polar, t'es un vendu, maintenant c'est bon, on sait pour qui tu roules. Enfin bref, voilà, c'était absolument pas le cas. J'ai participé à des events de toutes les marques qui existent. Je crois que j'ai été invité par tous, soit pour tester, soit pour recevoir du matériel, soit pour suivre juste une présentation d'un lancement produit. Ça veut pas dire que on me donne des avantages pour parler bien de tel ou tel modèle de montre. J'ai été plusieurs fois fâché avec des marques parce que j'avais dit la vérité sur leur modèle qui marchait pas, et malheureusement ça leur a pas plu. Voilà. Donc du coup, collaborer avec des marques, c'est compliqué à cause de ça, parce que j'aimerais avoir la plus grande indépendance possible par rapport à ça. On pourra toujours dire, voilà, t'as été invité chez Suunto pour visiter leur ligne de production, t'as signé des NDA avec eux, donc il y a des choses que t'as pas le droit de dire. Oui, mais finalement, est-ce que ça change quelque chose dans le contenu de mes articles? En tout cas, moi, j'ai la conscience tranquille. Après, s'il y a des gens qui aiment à croire que je suis recouvert d'or par certaines marques, voilà, c'est comme ça. Après, effectivement, ça reste des essais d'équipement, donc c'est vrai que c'est un peu facile de critiquer, de dire ouais, t'as vendu simplement parce que t'as mis une veste de je ne sais quelle marque ou quoi que ce soit. Ça reste du test d'équipement, les critères de test sont affichés, donc effectivement la critique est aisée. Non, mais oui, c'est sûr, c'est toujours compliqué de lutter contre des gens qui viennent et qui ont de toute façon un avis négatif sur le travail que tu fais. Moi, je n'y accorde pas une importance grande. J'ai peu de temps pour faire mon site. J'ai absolument pas de temps encore pour polémiquer là-dessus, quoi. Donc, voilà, si des personnes pensent que mes articles sont pas de qualité, ils vont en lire d'autres, puis voilà.
Parlons-en d'ailleurs du temps. Combien de temps est-ce que tu consacres à nakan.ch? J'en ai aucune idée. Je note pas. Le jour où je note et que je peux répondre à ta question, c'est qu'il est temps que j'arrête parce que du coup, c'est plus un plaisir, c'est plus un truc que je fais sans compter. Et donc du coup, c'est devenu une contrainte et c'est le moment d'arrêter. Ça prend du temps, mais en même temps, une grande partie du test à proprement parler fait partie de mon entraînement sportif. Donc je m'entraîne ni plus ni moins qu'un triathlète ordinaire. Simplement, pendant que je le fais, j'ai 2 montres ou 3 capteurs cardiaques ou 2 compteurs sur mon guidon de vélo, puis je compare les choses. Et puis après, bah, évidemment que ça prend quelques heures d'écrire un test complet ou un article. Maintenant, pour continuer à avoir de la visibilité dans ce genre de job, il faut avoir de la réactivité, c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle qui sort, il faut essayer de la relayer rapidement. Donc, des fois, voilà, il y a une soirée où c'était prévu de faire ci, ben vite, je fais la vidéo sur le truc important qui sort demain. C'est pas tout le temps non plus. Et puis moi, si je sors ma vidéo le samedi alors que le truc il est sorti le mardi, ça me pose pas de problème particulier. J'aurai moins de vues, mais je m'en fiche un peu, quoi. Et là, tu as soulevé un point effectivement extrêmement important, c'est comment exister dans cet océan de données, de données, de vidéos et de sites internet. C'est quoi la marque ou la patte nakan.ch? Ouais, j'ai la chance d'avoir commencé à un moment où j'étais un peu seul là-dessus et donc j'ai un peu d'historique et les gens me connaissent, en tout cas les anciens me connaissent, les moteurs de recherche me connaissent bien, la communauté que j'ai pu construire sur les réseaux sociaux à l'époque est toujours fidèle. Parce que maintenant, c'est de plus en plus dur de faire grandir des communautés sur les réseaux sociaux. C'était beaucoup plus facile à l'époque. On avait une page Facebook, les gens ils s'abonnaient dessus. Et puis voilà, maintenant, les gens ils consomment l'info, ils recherchent une vidéo sur XY, mais ils s'abonnent pas forcément à ta chaîne. Ils recherchent un sujet d'épisode de podcast et puis ils vont écouter un épisode, mais ils vont pas s'abonner à ton podcast pour écouter les autres épisodes que tu as fait. Même s'ils ont trouvé la réponse, même s'ils ont trouvé intéressant ton épisode. C'est une consommation globale sur Internet qui a changé. Et donc du coup, pour exister, tu dois être au moment où la personne cherche l'info avec la réponse qu'il attend. Et c'est devenu ça, plutôt que de fournir des informations complètes sur un truc et puis en te disant bah les lecteurs vont s'intéresser parce qu'ils savent que je le fais. Non, il faut arriver avec le contenu que la personne recherche à ce moment-là. Donc il y a clairement aussi du coup un changement que tu anticipes ou que tu pressens au niveau du blog, c'est que les gens ils vont pas forcément s'abonner directement justement à ta chaîne YouTube par l'intermédiaire de tes articles de blog, mais il faut pouvoir couvrir un domaine suffisamment large sans forcément capitaliser sur le nombre d'abonnés, mais peut-être suivre d'autres métriques. Donc il y a aussi une consommation des informations qu'on recherche sur Internet qui va devoir évoluer. Alors évidemment, bah, moi j'ai connu plusieurs chamboulements au niveau du site Internet. Le premier c'était la lecture sur mobile qui était anecdotique quand j'ai lancé la première version du site tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment consacré au sport et à la technologie. Et maintenant, si je regarde les statistiques, à l'époque, il y avait peut-être 25% de mobiles et 75% d'ordinateurs. Maintenant, la tendance s'est largement inversée. Alors, je pense pas qu'on est encore à 25% d'ordinateurs. Il y en a peut-être un peu plus, peut-être 30-35%. Mais il y a quand même entre 65 et 70% de lecture du site qui est faite depuis le mobile. Et ça change l'information que tu vas mettre, comment tu vas la présenter et même comment tu vas l'écrire. Et puis, la consommation des autres médias, YouTube, etc., elle se fait beaucoup maintenant par recommandation depuis d'autres vidéos. Les gens, ils binge-watch des choses, ils cherchent un sujet, et ensuite, il y a une première vidéo qui arrive, puis il y a une suggestion de deuxième, etc. Et il faut comprendre comment fonctionne la sélection de suggestions de ce genre de contenu pour construire ton propre contenu pour qu'il soit proposé par ces plateformes. Et bon, je mets un peu d'énergie là-dedans parce qu'il faut, pour que ça continue à vivre, j'essaie de pas non plus me focaliser que là-dessus parce que j'ai envie que le contenu me ressemble et soit authentique et pas drivé par des algorithmes de réseaux sociaux non plus, quoi. Ouais, bah t'as soulevé un point qui est extrêmement important et qui m'a fait abandonner YouTube, c'est justement j'avais trop l'impression de devoir faire plaisir à l'algorithme dans mes vidéos. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ça vaut pas la peine pour les résultats. Alors après, si tu dois complètement changer la nature du contenu que tu veux proposer pour qu'il plaise à l'algorithme et puis qu'il touche une audience qui est pas forcément l'audience que tu voulais toucher à la base,
il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de continuer à faire, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai bifurqué sur le podcast. J'aime beaucoup le podcast. C'est un média qui est intéressant parce que de base, quand quelqu'un lance un épisode, il a le temps déjà. Sur YouTube, c'est pas le cas. Quand je vois la sélection des passages des vidéos, c'est une vidéo qui fait 6 minutes sur un sujet. Des fois, je sais, je parle trop. Et les gens te diront aussi dans les commentaires de ton épisode, je parle beaucoup. Mais 6 minutes sur un sujet et les gens vont chercher 20 ou 25 secondes dans ta vidéo pour avoir l'info qu'ils cherchent. Et le problème, c'est qu'ils vont ressortir avec une information, mais elle sera peut-être pas complète. Et ils auront peut-être qu'un petit bout. Et si je te dis, par exemple, voilà, un algorithme de positionnement de course à pied, donc d'économie de course, sur une montre Garmin, fonctionne très bien, fournit des données qui sont parfaites. Tu t'arrêtes là sur ta vidéo, tu dis « Ah, je vais me baser dessus ». Puis à la fin, je dis uniquement si tu cours sur une piste, sans vent, à 25 degrés, avec une humidité de 40%. Sinon, tout est complètement à côté. Bah, cette information, tu l'as pas eue, tu vas te baser sur ton truc et tu vas te planter dans ta quête vers l'économie de course parfaite, quoi. Le cherry picking, ça on connaît totalement. Si donc j'ai un expert d'équipement chez moi, en face de moi, du coup, j'ai préparé trois catégories. Alors, est-ce que c'est les plus pertinentes? Je sais pas, mais 3 catégories ou 3 choses qui pour moi sont assez importantes quand on sélectionne une montre. Et puis, on a parlé de 4 montres, 4 marques, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc, Garmin, Coros, Polar et Suunto. Pour chacune de ces catégories ou de ces points clés, tu me donneras ton numéro 1. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a des choses que tu aimes dans chacune des marques. Oui. Ma première question, c'était de te demander quelle était la meilleure marque, mais tu m'aurais dit ça dépend. Du coup, je vais me faire ma propre idée en sélectionnant justement les points clés que je recherche sur chaque montre. Donc, ça, c'est le premier point, c'est plus lié à la partie nouveaux utilisateurs. Alors ça va peut-être intéresser justement certaines marques qui cherchent à toucher un public qui n'en a pas encore. Pour la partie prise en main. Ce qu'il faut bien comprendre avant de répondre à la question, c'est qu'en général, quand on démarre avec une montre, on va commencer à accumuler de la donnée dans la plateforme de cette montre et ce sera plus difficile de quitter et de changer de marque après. Donc, il faut un petit peu réfléchir à comment on fait sa stratégie. Moi, qui utilise tous les jours à l'entraînement une montre de marque différente, je base mes entraînements sur une plateforme qui s'appelle Nolio, qui est une plateforme tierce dans laquelle j'intègre mes données d'entraînement et je sais que je suis mon entraînement principalement sur cette plateforme. Il y en a d'autres, il y a Training Peaks, il y a Strava qui est un petit peu le réseau social du sport, etc. Mais une plateforme qui est principalement indépendante de la marque. Si j'apprends à analyser mes données sportives là-dedans, j'aurai pas de problème à passer à une autre marque demain et encore à une autre marque après-demain. J'aurai toujours la même plateforme d'analyse. Si je te dis réponds maintenant, la plus simple à prendre en main aujourd'hui, c'est peut-être une montre Coros. Si tu démarres l'analyse des données dans Coros, c'est facile. Tu cliques sur ton activité, tu as les graphiques qui vont venir avec des données très bien présentées et assez simples à prendre en main. Et puis ensuite tu te dis mais ça j'aimerais changer, puis peut-être que ce modèle de chez Suunto ou de chez Garmin ou de chez Polar il m'intéresse. J'ai quand même 2 ans d'entraînement dans ma plateforme, elle me connaît bien, etc. Et donc du coup tu vas peut-être hésiter. Mais prise en main de la montre, je pense que aujourd'hui les 2 plus simples c'est Coros et Suunto. Ok. Au niveau autonomie, bon ça je sais c'est facile. C'est facile, mais c'est de plus en plus difficile. La meilleure autonomie, elle se trouve sur les montres Coros. Maintenant, Coros ne propose pas de montre avec recharge solaire et on peut avoir un débat infini sur l'utilité du solaire sur une montre. Ça dépend tout de l'activité et des conditions dans lesquelles on va le faire. Mais de base, je répondrai Coros. Avec le revers de la médaille, justement, c'est qu'il n'y a potentiellement pas les fonctionnalités. Alors, la plupart sont inutiles, mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités que proposerait... Chaque marque est différente et chacune a ses points forts, ses points faibles. Coros est en train de faire son retard et comme on le disait tout à l'heure, plus ils rajoutent des fonctionnalités, ils viennent de rajouter un widget dans lequel on voit maintenant son niveau de stress au fur et à mesure de la journée. Le capteur cardio-optique qui est sous la montre est actif de manière beaucoup plus intense pour mesurer ça et donc du coup l'autonomie baisse. Donc plus ils vont rajouter des fonctionnalités, plus l'autonomie, elle va se faire raboter un petit peu. D'ailleurs, ce capteur, justement, qui a sous le poignet, j'avais pas prévu cette question-là, mais c'est très bien que t'en parles.
On parle, enfin, toutes les montres sont configurées, enfin, les algorithmes sont toujours faits pour répondre à une catégorie de population standard, blanche, homme, qui catégorie d'âge, je sais pas. Mais pour les personnes qui viennent du sud, ensoleillées comme moi, au niveau de la précision de la mesure, par exemple, de la fréquence cardiaque au poignet, est-ce que on peut se fier, enfin, j'imagine, oui, on peut se fier, on n'est pas du simple au double, voire au triple au niveau de l'AFC, mais quel serait le degré de variation, d'après toi, au niveau, en fonction de la teinte de la peau? Alors, il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que la couleur de la peau ou les tatouages ou des trucs très simples à identifier. Il y a le réseau veineux, il y a toute une corrélation de choses. Il y a la disposition des os du poignet qui vont faire que la montre va se positionner correctement ou pas. Il y a la taille du poignet par rapport à la taille de la montre qu'on va choisir. Si on a un immense poignet et puis qu'on a une petite montre, elle va bien tenir en place. Elle va pouvoir mesurer de manière très spécifique un endroit, ça va marcher mieux. Si on a un poignet plus fin et une montre un peu plus grande, elle va se balader et glisser sur la peau et donner des résultats catastrophiques. J'ai pu constater au cours des années de tests que j'ai fait sur moi-même et d'autres personnes qu'il n'y a pas de réponse absolue. On peut pas dire t'as la peau plus foncée, ça va mal marcher, t'as la peau claire, ça va bien marcher, ou d'autres paramètres. Le seul moyen d'être sûr d'avoir de la fréquence cardiaque bien mesurée, c'est de pas utiliser ce capteur, ou alors de comprendre ses limitations. Il y a beaucoup de testeurs en ligne maintenant qui font des comparatifs de fréquence cardiaque de ces montres puis qui disent voilà, j'ai testé la mesure au poignet, par exemple là je suis en train de tester la Suntory S, j'ai testé la mesure au poignet, j'ai fait une sortie de course à pied d'1 heure, fréquence cardiaque moyenne 157, j'ai mesuré avec une ceinture, fréquence cardiaque 158 moyenne. Parfait, un battement par minute, c'est bon. Et puis, moi, j'utilise des graphiques avec où je mesure chaque seconde la différence qu'il y a entre la mesure de la ceinture et de la ceinture du cardio-optique. Et je peux avoir un écart type moyen de 8 ou 9 battements, ce qui commence à devenir considérable, voire plus, et puis à la fin avoir la moyenne identique. Pourquoi ? Parce que le capteur cardio, pendant une demi-heure, il a mesuré trop haut. Pendant une demi-heure, il a mesuré trop bas. Donc, au niveau de la donnée qu'elle va te fournir à un instant T, c'est une catastrophe tout le temps. Par contre, les deux niveaux d'erreur s'annulant, on arrive à une moyenne qui est identique. Et pourtant, ça veut rien dire. Donc, c'est important de regarder l'intégralité de la courbe et pas de regarder juste la moyenne. Et dès que la courbe, elle commence à s'échapper à un endroit, même si c'est pendant 45 secondes sur une sortie de 2 heures, qu'est-ce qui te garantit que c'est pas pendant ces 45 secondes que tu vas regarder ta montre et dire est-ce que je suis dans le bon tempo, dans la bonne fréquence cardiaque? Ouh là, je suis beaucoup trop bas, je peux en mettre beaucoup plus. Et en fait, là, elle avait décroché pendant 45 secondes, t'es 20 pulsations plus bas que la réalité et tu vas aller droit dans le mur sur la suite de ta compète ou de ton entraînement. Et puis, le troisième point, qui pour moi est le plus important en fait, quand je choisis une montre, vu que la course à pied, je fais les entraînements par intervalle, c'est... Alors, j'ai mis tout ça dans un package, c'est la fréquence cardiaque et puis l'allure, parce que pour moi, j'ai quand même l'impression que ça, c'est des choses qui sont passablement maîtrisées au niveau des marques, en tout cas au niveau de la marque que je porte. Mais pour toi, ça serait laquelle qui répondrait le mieux à ce paramétrage-là? Alors, s'il faut séparer fréquence cardiaque et allure, il faut séparer, il n'y a pas de problème. Non, mais fréquence cardiaque, on vient d'en parler un petit peu. Capteur cardio-optique au poignet, on oublie. Si on veut vraiment analyser sa fréquence cardiaque, peu importe qu'on soit un bon récepteur ou pas à la fréquence optique, on oublie et on porte une ceinture. Je comprends que les gens veulent pas utiliser une ceinture sur un ultra, mais sur un ultra, on va pas non plus consulter sa fréquence cardiaque tout le temps. Par contre, les séances clés, les séances sur lesquelles on va baser sa fréquence cardiaque et on va apprendre à être à telle intensité, on utilise une ceinture pour être sûr du coup. On a également la possibilité d'utiliser un capteur brassard cardio-optique. Donc la mesure optique est pas mauvaise, c'est vraiment au poignet qu'elle est nulle. Si on porte un brassard cardio-optique, ça fait le job, c'est pas 100% comme une ceinture, mais on peut quand même se fier dessus plus. Et le mieux, c'est quand même d'avoir une ceinture, de comparer avec sa montre, et puis de comprendre comment nous, on répond avec l'algorithme et la mesure de la montre. Donc la ceinture de fréquence cardiaque, maintenant, les ceintures qui sont proposées par les fabricants sont toutes assez bonnes. Moi, les comparatifs que je fais, c'est avec la Polar H10.
parce que c'est la seule pour laquelle j'ai lu des études de validation scientifique en labo avec des vrais ECG qui donnent des résultats qui sont cohérents et qui sont vraiment bons sur cette ceinture. Les autres sont bons aussi, mais on peut avoir quelques petits problèmes d'électricité statique et puis de fausses lectures. Donc, toutes les montres du marché potentiellement sont compatibles avec une Polar H10. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucune différence. Capteur au poignet, ça va vraiment dépendre de chaque individu. Toi, tu vas peut-être fonctionner très bien avec une Suunto et pas avec une Garmin, ou alors très bien avec une Garmin Instinct parce qu'elle est plus légère et pas avec une Garmin Fenix parce qu'elle va se promener sur ton poignet. Et puis, on parlait de l'allure. L'allure maintenant, elle est principalement mesurée par GPS, en tout cas les systèmes de réseau satellitaires. Il y a plus que le GPS maintenant, on a plusieurs constellations de satellites qui sont intégrées dans les montres, ce qui augmente la précision. Pour autant, c'est pas parfait non plus, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est l'algorithme, comment est-ce qu'il fonctionne. Le GPS, il va pas fournir une vitesse, il va pas fournir une allure, il va fournir un point précis auquel tu te trouves sur la carte. Et donc du coup une montre elle va fonctionner de la manière suivante, elle va mesurer où elle est sur la carte, elle va attendre un certain temps, en général 1 seconde, elle va remesurer où elle est sur la carte, elle va réattendre 1 seconde et remesurer un point. Et à partir de 3, 5, 7, 8 secondes, elle va pouvoir déduire une vitesse de déplacement. Et donc du coup cette vitesse elle n'est pas instantanée. Et je m'amuse toujours à dire ça, mais 1 millionième de seconde d'écart de synchronisation entre le récepteur, la montre, et le temps sur le satellite, c'est 300 mètres d'écart réel sur sa position GPS. On est en forêt ou on est le long d'un immeuble en verre et on reçoit un signal GPS qui a été qui a fait réfraction contre le verre ou qui a fait la traversée de plusieurs niveaux de feuilles d'arbres, et on se retrouve avec pas forcément cet écart de 300 mètres, mais avec 20 ou 30 mètres d'écart. Et si on prend une moyenne de 5 secondes pour faire une allure, puis que là-dedans on rajoute une erreur de 20 mètres régulièrement, son allure elle sera fausse. Et donc du coup, il faut aussi faire attention avec ça. Quand on est sur une piste d'athlétisme parfaitement découverte et puis qu'on mesure son allure, le GPS a tendance à un petit peu couper les virages, donc ça va donner des résultats qui vont être un tout petit peu en dessous de la vitesse réelle, mais ce sera utilisable. Si on est en sous-bois, il faut se méfier un petit peu. Et donc moi j'utilise le capteur Stride sur ma chaussure, qui est un accéléromètre qui va me donner une vitesse instantanée beaucoup plus rapidement et réactive que le GPS, et puis qui va me donner une allure qui sera, quelles que soient les conditions, toujours constante. Je suis parfaitement équipé pour aller courir. Merci beaucoup, Greg. C'était vraiment très complet. Merci d'avoir répondu précisément à ces questions-là. Et puis, je me réjouis en tout cas de passer à la partie pratique pour paramétrer justement la montre une fois qu'on aura fait le test d'effort. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.